La communauté internationale vient de porter un coup historique à la Côte d'Ivoire en disqualifiant ouvertement le président Ouattara et en évoquant l'annulation pure et simple des élections, une décision sans précédent qui plonge le pays dans une crise de légitimité totale. Cette bombe politique pourrait déclencher une instabilité régionale majeure avec des conséquences imprévisibles pour toute l'Afrique de l'Ouest. Si vous voulez comprendre pourquoi cette situation est explosive et ce qui se cache vraiment derrière cette désapprobation internationale massive, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car les révélations sont choquantes. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette analyse exclusive sur une crise qui pourrait changer le visage de la démocratie africaine. La communauté internationale vient de porter un coup sans précédent à la légitimité du processus électoral ivoirien. Dans une déclaration qui résonne comme un séisme politique, plusieurs instances internationales remettent ouvertement en question la crédibilité du scrutin présidentiel, évoquant des irrégularités si graves qu'elles pourraient conduire à l'annulation pure et simple des élections. Cette position marque un tournant historique dans l'observation électorale en Afrique de l'Ouest, où rarement la communauté internationale s'est montrée aussi ferme avant même la proclamation des résultats définitifs. Le président Ouattara, jusqu'alors présenté comme le garant de la stabilité ivoirienne, se retrouve désormais au centre d'une contestation qui dépasse largement les frontières nationales. Les chancelleries occidentales, traditionnellement prudentes dans leurs déclarations, n'hésitent plus à exprimer leurs préoccupations face à un processus jugé profondément vicié. Cette disqualification internationale intervient dans un contexte où la Côte d'Ivoire pensait avoir tourné la page des crises électorales sanglantes qui ont marqué son histoire récente. Les enjeux dépassent désormais le simple cadre électoral pour toucher à la crédibilité même des institutions démocratiques ivoiriennes. L'ampleur de cette désapprobation internationale ne peut être sous-estimée. Les observateurs électoraux, qu'ils soient de l'Union africaine, de la CEDEAO ou d'organisations occidentales, convergent vers un même constat accablant: le processus électoral présente des failles structurelles qui compromettent irrémédiablement sa transparence. Les rapports préliminaires font état d'irrégularités massives dans l'établissement des listes électorales, de pressions exercées sur les électeurs dans certaines régions, et d'un déséquilibre flagrant dans l'accès aux médias publics. Plus grave encore, plusieurs missions d'observation dénoncent des entraves à leur travail, certains de leurs membres ayant été empêchés d'accéder à des bureaux de vote dans des zones considérées comme stratégiques. Cette situation sans précédent pousse certains pays à envisager des sanctions ciblées contre les responsables de ces dysfonctionnements. Le spectre d'une non-reconnaissance internationale des résultats plane désormais sur le scrutin, ce qui plongerait le pays dans une crise de légitimité aux conséquences imprévisibles. Les diplomates évoquent en coulisses la possibilité d'exiger la tenue d'un nouveau scrutin sous supervision internationale renforcée. Et la machine répressive s'est mise en marche avec une efficacité redoutable. Le procureur de la République multiplie les convocations de figures de l'opposition, invoquant des accusations graves qui vont de l'appel à l'insurrection aux actes relevant du terrorisme. Cette offensive judiciaire, loin d'être le fruit du hasard, s'inscrit dans une stratégie délibérée visant à neutraliser toute contestation du processus électoral. Les violences qui ont émaillé la période préélectorale ont fait une dizaine de morts selon les chiffres officiels, mais les organisations de défense des droits humains évoquent un bilan bien plus lourd. Ces tragédies humaines servent aujourd'hui de prétexte à une répression qui cible systématiquement les cadres de l'opposition. Les convocations tombent comme des coups près, créant un climat de terreur qui dissuade toute velléité de mobilisation populaire. L'appareil judiciaire, dont l'indépendance est depuis longtemps remise en question, apparaît comme le bras armé d'un pouvoir déterminé à museler toute dissidence. Cette utilisation politique de la justice soulève l'indignation des juristes et des défenseurs des libertés fondamentales, qui y voient une dérive autoritaire préoccupante. L'opposition dénonce avec véhémence ce qu'elle qualifie de persécution judiciaire orchestrée. Selon les leaders du Front commun, cette vague de convocation vise explicitement à empêcher les députés sortants et autres personnalités influentes de se porter candidats aux prochaines élections législatives. La stratégie est d'une clarté cristalline: placer sous contrôle judiciaire les figures susceptibles de mobiliser l'électorat dans leur région d'origine. Cette tactique, que l'opposition qualifie de cousue de fil blanc, révèle l'inquiétude du pouvoir face à sa capacité réelle à remporter un scrutin libre et transparent. Les mises sous contrôle judiciaire se multiplient, privant de facto les partis d'opposition de leurs cadres les plus expérimentés et les plus populaires. Cette paralysie de l'opposition par la voie judiciaire constitue une atteinte grave au pluralisme politique et au principe d'égalité des chances entre candidats. Les avocats des personnalités visées dénoncent des procédures expéditives qui ne respectent pas les garanties fondamentales du droit de la défense. La communauté juridique internationale observe avec stupéfaction cette instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques.
L'objectif ultime de cette offensive devient de plus en plus évident, instaurer un système de parti unique en Côte d'Ivoire. Le président du RHDP, parti au pouvoir, orchestre méthodiquement la mise au pas des principales formations de l'opposition, en particulier le PDCI et le PAPACI. Cette volonté hégémonique vise à éliminer toute voix critique et à monopoliser l'espace politique ivoirien. L'instauration d'un parti unique permettrait au pouvoir en place de gouverner à l'abri du regard scrutateur de l'opposition et des contre-pouvoirs démocratiques. Cette dérive autoritaire s'accompagne d'une restriction progressive des libertés publiques, les médias indépendants subissant des pressions croissantes et l'espace de la société civile se rétrécissant dangereusement. Les analystes politiques y voient la résurgence de pratiques que l'on croyait révolues en Afrique de l'Ouest, où le multipartisme s'était progressivement imposé comme une norme démocratique. Cette régression inquiète profondément les partenaires internationaux de la Côte d'Ivoire, qui avaient investi massivement dans la consolidation démocratique du pays. Le retour à un système de parti unique signerait l'échec d'une transition démocratique qui semblait pourtant bien engagée. Le Conseil constitutionnel, censé être le garant de la régularité du processus électoral, se trouve lui-même au cœur des controverses. L'ouverture de la période des réclamations apparaît comme une tentative désespérée de donner un vernis de légalité à un processus largement contesté. Les 5 candidats disposent d'un délai limité pour déposer leurs requêtes, mais nombreux sont ceux qui doutent de l'impartialité de cette institution. Le Conseil constitutionnel, dont la composition et les récentes décisions ont été vivement critiquées, peine à incarner l'arbitre neutre qu'exige la démocratie. Les réclamations qui affluent portent sur des irrégularités substantielles, bourrage d'urnes, intimidation d'électeurs, déplacement suspect de matériel électoral, et anomalies dans les procès-verbaux de dépouillement. Face à l'ampleur et à la gravité de ces allégations, la semaine accordée au Conseil pour statuer apparaît dérisoire. Comment une institution peut-elle examiner sérieusement des milliers de réclamations et proclamer des résultats crédibles dans un délai aussi restreint? Cette précipitation alimente les soupçons d'une volonté de valider coûte que coûte un résultat prédéterminé, quelles que soient les irrégularités constatées. La violence politique qui a ensanglanté la période électorale révèle la profondeur des fractures qui traversent la société ivoirienne. Les affrontements entre partisans des différents camps ont fait une dizaine de morts selon les chiffres officiels, mais les témoignages recueillis sur le terrain suggèrent un bilan humain bien plus lourd. Ces violences ne sont pas spontanées, elles s'inscrivent dans une stratégie délibérée d'intimidation visant à dissuader certaines populations de participer au scrutin. Les zones acquises à l'opposition ont été particulièrement ciblées, avec des exactions commises par des milices dont les liens avec le pouvoir sont de moins en moins dissimulés. Les victimes de ces violences, souvent issues des couches les plus vulnérables de la population, paient le prix fort d'un affrontement politique qui les dépasse. Les organisations humanitaires font état de déplacements de populations fuyant les zones de tension, créant une crise humanitaire qui s'ajoute au traumatisme politique. Cette violence électorale ravive les douloureux souvenirs des crises passées et fait craindre une nouvelle déstabilisation du pays. La communauté internationale, tout en condamnant ces exactions, peine à mettre en œuvre des mécanismes efficaces de protection des populations civiles. Les qualifications de terrorisme brandies par le procureur de la République constituent une escalade verbale dangereuse. En assimilant la contestation politique à du terrorisme, le pouvoir franchit une ligne rouge qui légitime une répression encore plus sévère. Cette rhétorique extrême vise à criminaliser toute forme d'opposition et à justifier des mesures d'exception qui bafouent les droits fondamentaux. L'accusation de terrorisme permet de recourir à des procédures judiciaires dérogatoires, d'étendre les durées de détention provisoire et de limiter drastiquement les droits de la défense. Cette stratégie de criminalisation de l'opposition s'inscrit dans une tendance observée dans plusieurs pays africains, où les législations antiterroristes sont détournées de leur objet initial pour museler la dissidence politique. Les experts en droits humains dénoncent cette dérive qui vide de leur substance les libertés fondamentales garanties par la Constitution ivoirienne et les conventions internationales ratifiées par le pays. Le recours abusif à la qualification terroriste discrédite par ailleurs la lutte légitime contre le terrorisme véritable, qui menace effectivement la stabilité régionale. Cette confusion entretenue entre opposition politique et terrorisme témoigne de la fragilité d'un pouvoir qui ne parvient plus à légitimer sa domination par des arguments démocratiques. La suspension soudaine de certaines convocations judiciaires ajoute à la confusion générale et révèle les hésitations du pouvoir face à la pression internationale. Ces revirements tactiques, loin de rassurer, alimentent le sentiment d'un arbitraire judiciaire total où les procédures sont instrumentalisées selon les besoins politiques du moment. Les personnalités convoquées puis finalement exemptées de comparution restent néanmoins sous la menace permanente d'une réactivation de leur dossier. Cette épée de Damoclès maintient un climat de peur propice à l'autocensure et à la démobilisation des opposants. Les motifs de ces suspensions, qualifiés d'inconnus,
témoigne de l'opacité qui entoure l'action de l'appareil judiciaire. Cette imprévisibilité judiciaire empêche toute possibilité de défense cohérente et prive les accusés des garanties minimales d'un procès équitable. Les avocats se trouvent dans l'incapacité de préparer efficacement la défense de leurs clients, ne sachant pas quand ni dans quelles conditions les procédures reprendront. Cette instrumentalisation chaotique de la justice mine durablement la confiance des citoyens dans les institutions censées les protéger. L'état de droit, déjà fragilisé, apparaît désormais comme une coquille vide dont les formes sont respectées mais dont la substance a été éviscérée. Le risque d'annulation des élections, évoqué par la communauté internationale, plonge la Côte d'Ivoire dans une incertitude politique majeure. Une telle décision, bien que justifiée par les graves irrégularités constatées, ouvrirait une période de transition dont personne ne peut prévoir l'issue. La mémoire collective ivoirienne demeure hantée par les traumatismes des crises électorales précédentes. Les plaies des affrontements intercommunautaires qui ont déchiré le pays ne se sont jamais vraiment refermées, et la situation actuelle ravive ces douleurs enfouies. Les familles qui ont perdu des proches lors des violences passées regardent avec effroi l'histoire se répéter sous leurs yeux impuissants. Les quartiers autrefois mixtes, où différentes communautés cohabitaient harmonieusement, portent encore les cicatrices de la fragmentation ethnique instrumentalisée par les entrepreneurs politiques. Les récits de viols, de massacres et de destructions massives circulent à nouveau dans les conversations, rappelant la barbarie dont l'humanité est capable lorsque les digues démocratiques cèdent. Les mécanismes de réconciliation nationale, péniblement mis en place après les dernières crises, apparaissent aujourd'hui comme des édifices fragiles menacés d'effondrement. Les cérémonies de pardon et les initiatives de cohésion sociale, célébrées comme des modèles de sortie de crise, révèlent leurs limites face à la persistance des clivages politico-ethniques. La jeunesse ivoirienne, qui n'a connu que l'instabilité et la violence politique, développe un cynisme profond envers les institutions démocratiques. Les lignes de fracture ethnique et régionale, jamais vraiment résorbées, se réactivent avec une virulence inquiétante. Les discours politiques jouent cyniquement sur ces divisions pour mobiliser des bases électorales fidélisées par la peur de l'autre. Les appellations communautaires, utilisées comme marqueurs identitaires, deviennent des instruments de polarisation et d'exclusion. Certaines régions du pays se retrouvent stigmatisées comme des bastions de l'opposition, justifiant aux yeux du pouvoir des mesures discriminatoires présentées comme nécessaires au maintien de l'ordre. Les populations de ces zones se sentent collectivement punies pour leurs orientations politiques présumées, alimentant un ressentiment qui pourrait exploser à tout moment. Les déplacements internes de population, motivés par la crainte de violences ciblées, reproduisent les schémas observés lors des précédentes crises. Les camps de déplacés, censés être des solutions temporaires, se transforment en installations permanentes où des familles entières survivent dans des conditions précaires. Cette situation humanitaire préoccupante échappe largement à l'attention des autorités, focalisées sur leur survie politique. Les médias, qui devraient jouer un rôle crucial d'information et de pacification, se trouvent pris dans l'étau de la polarisation. Les médias publics, sous contrôle gouvernemental étroit, diffusent une propagande à peine voilée qui présente systématiquement l'opposition sous un jour défavorable. Les journalistes indépendants qui tentent de maintenir une ligne éditoriale équilibrée subissent des pressions multiformes, menaces directes, poursuites judiciaires pour diffamation, suspension de licence de diffusion, ou même agression physique. Cette censure rampante crée un espace médiatique aseptisé où le débat contradictoire, essentiel à toute démocratie saine, devient impossible. Les réseaux sociaux, devenus des arènes de la confrontation politique, échappent partiellement au contrôle gouvernemental mais véhiculent également leur lot de désinformation et de discours haineux. Les fausses nouvelles, savamment orchestrées, circulent à une vitesse vertigineuse et façonnent des perceptions déconnectées de la réalité. Les tentatives de fact-checking, menées par quelques organisations courageuses, peinent à contrebalancer le flot incessant de manipulation. L'espace public ivoirien se trouve ainsi pollué par une cacophonie informationnelle qui rend impossible un débat serein sur les enjeux réels du pays. La société civile, traditionnellement force de proposition et de médiation, se trouve elle aussi muselée. Les organisations non gouvernementales qui osent critiquer le processus électoral font face à des mesures de rétorsion administrative, gel de leurs comptes bancaires, révocation de leur reconnaissance légale, ou harcèlement fiscal. Les défenseurs des droits humains qui documentent les violations voient leur travail criminalisé, accusés de servir des agendas étrangers hostiles au pays. Cette répression de la société civile prive la Côte d'Ivoire d'un espace tampon crucial entre l'État et les citoyens, espace où pourraient se négocier des compromis et s'élaborer des solutions inclusives. Les syndicats, qui avaient joué un rôle important dans les mobilisations démocratiques passées, hésitent désormais à s'engager, craignant des représailles contre leurs membres.
les églises et les organisations religieuses, respectées pour leur rôle de médiation morale, voient leurs paroles neutralisées par la polarisation qui affecte également les communautés de foi. Les intellectuels et universitaires qui analysent lucidement la situation sont accusés de parti pris et se retrouvent marginalisés dans le débat public. Cette mise au pas généralisée de tous les corps intermédiaires crée un face-à-face dangereux entre un pouvoir autoritaire et une population désemparée. L'économie ivoirienne, présentée comme un modèle de croissance en Afrique de l'Ouest, vacille dangereusement sous le poids de l'instabilité politique. Les investisseurs internationaux, qui avaient massivement misé sur le pays, revoient leur stratégie face à l'incertitude croissante. Les projets d'infrastructures, financés par des partenariats publics-privés, sont suspendus dans l'attente d'une clarification de la situation politique. Le secteur agricole, colonne vertébrale de l'économie nationale, souffre des perturbations causées par les déplacements de population et l'insécurité dans certaines zones productrices. Les petits producteurs, déjà fragilisés par la volatilité des cours mondiaux, se retrouvent pris entre les feux croisés des violences politiques. Le tissu commercial, largement informel, subit de plein fouet les conséquences des troubles, les marchés se vidant au moindre signe de tension. Le chômage des jeunes, déjà endémique, s'aggrave encore alors que les entreprises gèlent leur recrutement. Cette détérioration économique alimente un cercle vicieux où la précarité matérielle nourrit les frustrations politiques, lesquelles engendrent à leur tour plus d'instabilité économique. Les classes moyennes, émergentes lors des années de croissance, voient leurs acquis menacés et basculent dans l'anxiété sociale. Les partenaires régionaux observent avec inquiétude la situation ivoirienne, conscients que la déstabilisation du pays aurait des répercussions sur toute la sous-région. La CEDEAO, organisation régionale censée promouvoir la démocratie et la stabilité, se trouve confrontée à un dilemme délicat. D'un côté, elle doit défendre les principes démocratiques inscrits dans ses textes fondateurs, de l'autre, elle hésite à sanctionner sévèrement un État membre dont le poids économique et politique est considérable. Les médiations entreprises par certains chefs d'État de la sous-région se heurtent à la détermination du pouvoir ivoirien à imposer sa vision du processus électoral. Les précédents de crises mal gérées dans d'autres pays de la région pèsent lourdement dans les calculs stratégiques de chacun. Le risque de contagion démocratique, où les dérives autoritaires observées en Côte d'Ivoire feraient école ailleurs, préoccupe les défenseurs de la démocratie régionale. Les flux migratoires qui résulteraient d'une aggravation de la crise pourraient déstabiliser les pays voisins, déjà confrontés à leurs propres défis sécuritaires. La question ivoirienne devient ainsi un test crucial pour l'architecture de sécurité collective ouest-africaine. Les mécanismes du maintien au pouvoir révèlent une sophistication qui dépasse largement la simple fraude électorale. L'appareil sécuritaire ivoirien a été méthodiquement restructuré pour servir prioritairement les intérêts du clan présidentiel plutôt que ceux de la nation. Les forces de sécurité, censées être républicaines et neutres, ont été ethnicisées et politisées à travers des recrutements ciblés qui privilégient la loyauté personnelle sur la compétence professionnelle. Les unités d'élite, équipées avec du matériel moderne financé par l'aide internationale, servent essentiellement à protéger le pouvoir contre toute contestation populaire. Cette militarisation de la gestion politique transforme chaque manifestation pacifique en affrontement potentiellement sanglant, dissuadant la population d'exercer son droit constitutionnel à la protestation. Les budgets consacrés à la sécurité ont explosé, détournant des ressources qui auraient dû être investies dans la santé, l'éducation ou les infrastructures. La doctrine sécuritaire adoptée assimile toute opposition au pouvoir à une menace existentielle justifiant une réponse disproportionnée. Les formations dispensées aux forces de l'ordre privilégient le maintien de l'ordre sur le respect des droits humains, créant une culture institutionnelle où les violations deviennent la norme. Les réseaux clientélistes tissés par le pouvoir constituent l'ossature invisible mais terriblement efficace de sa domination. La redistribution sélective des ressources publiques permet de s'assurer la fidélité de réseaux étendus allant des chefs traditionnels aux leaders d'opinion en passant par les responsables administratifs locaux. Les marchés publics, attribués de manière opaque, enrichissent un cercle restreint d'entrepreneurs proches du pouvoir qui reversent ensuite une partie de leurs profits pour financer la machine politique. Cette corruption systémique ne se limite pas au sommet de l'État mais irrigue l'ensemble de l'administration, où chaque fonction devient une source potentielle d'enrichissement illicite. Les tentatives timides de lutte contre la corruption se heurtent à des résistances corporatistes puissantes, les bénéficiaires du système ayant tout intérêt à préserver le statu quo. Les institutions censées contrôler l'utilisation des deniers publics, comme la Cour des comptes ou l'Inspection générale d'État, voient leurs rapports régulièrement enterrés lorsqu'ils mettent en cause des personnalités influentes. Cette prédation organisée des ressources nationales appauvrit le pays tout en consolidant un système où la richesse ne découle plus du travail ou de l'innovation mais de la proximité avec le pouvoir.
Le contrôle du calendrier électoral constitue un levier de pouvoir souvent sous-estimé. Les autorités électorales, loin d'être les arbitres neutres qu'exige la démocratie, fonctionnent comme des prolongements de l'exécutif. Les délais imposés pour les différentes étapes du processus électoral sont conçus pour désavantager systématiquement l'opposition, trop courts pour permettre une préparation adéquate, trop longs pour maintenir la mobilisation populaire. Les modifications de dernière minute des règles électorales créent une confusion dont seul le pouvoir en place, maîtrisant les rouages administratifs, peut tirer profit. L'accès aux listes électorales, ressource stratégique fondamentale, est contrôlé de manière à permettre des manipulations difficilement détectables. Les révisions périodiques des listes, censées garantir leur exactitude, servent paradoxalement à radier des électeurs dans les zones favorables à l'opposition sous prétexte technique. L'informatisation du processus, présentée comme un progrès vers plus de transparence, offre en réalité de nouvelles opportunités de fraude sophistiquées difficilement traçables. Les logiciels utilisés, développés sans supervision indépendante, contiennent potentiellement des portes dérobées permettant des manipulations des résultats. Le financement des campagnes électorales illustre parfaitement les inégalités structurelles qui faussent le jeu démocratique. Le parti au pouvoir dispose de ressources financières quasi illimitées, puisant dans les caisses de l'État à travers divers mécanismes détournés. Les entreprises publiques et parapubliques sont mises à contribution, leur budget de communication gonflé artificiellement pour financer des activités partisanes déguisées. Les hommes d'affaires, conscients que leur prospérité dépend des bonnes grâces du pouvoir, versent généreusement dans les caisses du parti dominant en échange de marchés juteux ou de protections réglementaires. L'opposition, privée d'accès à ces sources de financement, peine à rivaliser en termes de visibilité et de capacité de mobilisation. Les plafonds de dépenses électorales, quand ils existent, ne sont jamais respectés par le parti au pouvoir et rarement contrôlés par les instances compétentes. Cette asymétrie financière se traduit par une omniprésence du parti gouvernemental dans l'espace public, affiches géantes, convois de véhicules, meetings avec distribution de vivres et d'argent. Les électeurs les plus pauvres, confrontés à des besoins matériels pressants, se trouvent ainsi captifs d'un système clientéliste qui achète leur vote. La manipulation de l'information atteint des sommets de sophistication qui dépassent largement la simple propagande traditionnelle. Des cellules spécialisées, employant des professionnels de la communication formés aux techniques les plus modernes, orchestrent des campagnes de désinformation ciblées. Les fermes à trolls, financées occultem ENT, inondent les réseaux sociaux de contenus fabriqués destinés à discréditer l'opposition et à polariser davantage le débat public. Les deepfakes et autres manipulations audiovisuelles commencent à faire leur apparition, rendant impossible pour le citoyen moyen de distinguer le vrai du faux. Les algorithmes des plateformes sociales, naturellement orientés vers les contenus générant le plus d'engagement émotionnel, amplifient la diffusion de fake news au détriment d'informations factuelles moins sensationnelles. Les tentatives de régulation des médias sociaux, justifiées par la lutte contre la désinformation, servent en réalité à imposer une censure sélective ciblant prioritairement les voix critiques. Cette guerre informationnelle crée un brouillard cognitif où les citoyens, bombardés de messages contradictoires, finissent par se réfugier dans le cynisme ou l'apathie politique. Les alliances géopolitiques du régime ivoirien lui procurent des soutiens internationaux qui le protègent partiellement des pressions démocratiques. Certaines puissances étrangères, motivées par leurs intérêts stratégiques et économiques en Côte d'Ivoire, ferment les yeux sur les dérives autoritaires du régime. Les contrats d'exploitation des ressources naturelles, les accords de défense, ou les partenariats commerciaux créent des interdépendances qui inhibent toute critique trop virulente. Les discours officiels de ces pays partenaires sur la démocratie et les droits humains contrastent avec la réalité de leurs relations privilégiées avec le régime ivoirien. Cette duplicité des acteurs internationaux décrédibilise le discours démocratique occidental et nourrit un sentiment de résignation face à l'impossibilité de véritables changements. Les organisations internationales elles-mêmes, paralysées par les rivalités entre leurs membres, peinent à adopter des positions fermes et cohérentes. Les résolutions condamnant les violations démocratiques restent lettre morte faute de mécanismes d'application contraignants. Cette impunité internationale encourage le régime à persévérer dans ses pratiques antidémocratiques, convaincu que les indignations verbales ne se traduiront jamais en conséquences concrètes. L'appareil judiciaire, pierre angulaire de tout état de droit, révèle une corruption systémique qui en fait un instrument de domination plutôt qu'un garant de la justice. Les nominations aux postes judiciaires clés obéissent à des critères de loyauté politique plutôt qu'à la compétence juridique. Les magistrats indépendants qui tentent de résister aux pressions se voient marginalisés, mutés vers des postes sans importance, ou poussés vers la retraite anticipée. Les procès politiques suivent des scénarios préétablis où le verdict est connu d'avance,
la procédure judiciaire ne servant qu'à donner un vernis de légalité à des décisions politiques. Les avocats qui défendent trop vigoureusement les opposants politiques s'exposent eux-mêmes à des poursuites disciplinaires ou à des menaces sur leur sécurité. Cette perversion de la justice crée un sentiment d'injustice profond dans la population, qui ne peut plus se tourner vers les tribunaux pour obtenir réparation. Les crimes économiques commis par les proches du pouvoir restent impunis tandis que des délits mineurs commis par des citoyens ordinaires sont sévèrement sanctionnés. Cette justice à deux vitesses mine le contrat social et alimente la tentation de la justice populaire. Les stratégies de division de l'opposition constituent un art machiavélique maîtrisé par le pouvoir. L'infiltration des partis opposés par des agents provocateurs, la corruption de certains leaders pour qu'ils créent des scissions, ou l'amplification médiatique de querelles internes visent toutes à empêcher l'émergence d'un front uni capable de contester efficacement le régime. Les égos surdimensionnés de certains leaders de l'opposition, leur incapacité à transcender les clivages ethniques ou générationnels, facilitent le travail de sape du pouvoir. Les tentatives de coalition se heurtent à des méfiances réciproques alimentées par des années de manipulation et de trahison. Le pouvoir excelle à offrir des strapontins et des prébendes à certains opposants pour les neutraliser, créant une opposition de façade qui légitime le système sans le menacer réellement. Cette stratégie du diviser pour régner, vieille comme la politique elle-même, trouve en Côte d'Ivoire un terrain particulièrement fertile. La fragmentation de l'opposition se traduit par une dispersion des votes qui garantit mathématiquement la victoire du parti au pouvoir même lorsqu'une majorité de la population lui est hostile. La société ivoirienne, malgré toutes ces manipulations et pressions, conserve néanmoins des espaces de résistance et d'autonomie. Les églises, les mosquées, les associations de quartier, les groupements professionnels constituent autant de lieux où se perpétue une sociabilité non contrôlée par le pouvoir. C'est dans ces interstices que survit l'espoir d'un changement démocratique véritable. Les conversations privées, les chansons populaires, les œuvres artistiques véhiculent des critiques que la censure officielle ne parvient pas totalement à étouffer. La résilience du peuple ivoirien, sa capacité à maintenir des liens de solidarité malgré les tentatives de division, témoignent d'une vitalité démocratique qui survit sous la chape de plomb autoritaire. Les jeunes, particulièrement, développent des formes de contestation créative qui échappent aux catégories traditionnelles de la répression. Cette résistance diffuse, non organisée mais omniprésente, constitue peut-être la principale menace pour un pouvoir qui ne peut gouverner indéfiniment contre la volonté de son peuple. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire car votre avis compte vraiment dans ce débat crucial pour l'avenir démocratique de l'Afrique. Si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau sur cette crise explosive, laissez un like massif et abonnez-vous pour recevoir nos prochaines enquêtes exclusives. Mais attention, ce que je vais vous révéler dans la prochaine vidéo va vous choquer encore plus, car les coulisses de cette affaire impliquent des acteurs internationaux insoupçonnés et des enjeux géopolitiques qui dépassent largement les frontières ivoiriennes, alors restez connectés.